on va juste douiller et ça va être plus fort que la bombe. Ah, ça pique. Oh là là, un peu la bof. Ah putain, ah j'en peux plus, on va juste mourir. Hein. C'est ton tour. Putain, tu les as découpés. Ouais, je les ai découpés. Bonjour aux abonnés des Magus du Galerie de Bazanjon. Salut Nikos. Salut les cassos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'émission qui pique. Bienvenue dans Hot Ones Chicoutimi. Aujourd'hui on va cuisiner notre ami Thomas Bonnat avec des jolies petites sauces piquantes. Aujourd'hui c'est Thomas qui passe à la casserole. Thomas Bonnat. Les règles sont simples. Une question, une sauce. Thomas Bonnat, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Thomas Bonnat, bonjour. Bonjour Thomas Bonnat. Bonjour. Bonjour Thomas Bonnat. Bonjour Thomas Bonnat. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui on accueille Thomas Bonnat. Bonjour Thomas Bonnat. Ça va Nico? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que la capsaïcine? C'est une molécule qui se retrouve dans tous les piments et c'est celle qui est responsable de la sensation de piquance. Et c'est ton corps, quand tu as cette molécule, ton corps t'envoie des signaux comme quoi t'as mal quelque part, comme c'est douloureux mais c'est pas vraiment douloureux, ça te fait rien en soi. Ça vient créer une illusion dans ton cerveau que t'as mal quelque part alors que c'est faux. Très bien. Merci. Pour commencer Thomas Bonnat, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec les sauces qui piquent? Bah j'ai déjà fait du coup tous les précédents Hot Ones, donc j'aime beaucoup le piquant. Après les effets secondaires c'est un peu compliqué, j'aime pas. Mais la sensation en bouche c'est quelque chose que j'aime beaucoup et même dans mes plats en général j'aime bien manger pimenté. Est-ce que tu peux parler des effets secondaires en fixant cette caméra s'il te plaît? Alors les effets secondaires, une fois que c'est dans le ventre, donc déjà il y a la digestion, donc ça c'est le corps qui a du mal à digérer la capsaïcine. Donc ça fait assez mal au ventre quand on digère et après ça vient dans les intestins et aux toilettes ça fait assez mal. Ça fait vraiment mal, c'est une autre douleur. C'est une douleur que j'ai jamais Est-ce vécue. qu'on peut dire que ça brûle le cucu? Ouais, ça brûle. Hein. Thomas Bonnat, première sauce. Alors la première sauce, c'est une sauce à la tomate et au vinaigre de cidre. C'est 1800 sur l'échelle de Scoville. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Première question. Est-ce que tu es en mode automatique? Non. Pas en ce moment. Faut que j'explique ce que c'est le mode automatique. S'il te plaît. Alors le contexte du mode automatique, c'était une soirée où la première fois que j'ai pris de la bœuf dans ma vie, c'était avec un cookie, un space cookie, et j'étais arrivé à un point où en fait j'ai un peu dissocié mon esprit s'est un peu dissocié de mon corps à un moment. C'était un peu bizarre et je faisais des bons moves. J'avais l'impression que j'arrivais pas à contrôler ce que je faisais, mais en même temps je faisais tout ce que je voulais faire. Et c'est à ce moment-là je me suis dit mais je suis en mode automatique. Un peu comme dans l'avion, quand il se met en mode automatique, il vole tout seul. Ok. Là, mon corps faisait tout seul des choses bien. Et c'est arrivé de là, et maintenant, l'autre jour, début d'année, quand on a repris de la bœuf en cookie, ce truc-là est revenu. Ce truc-là, et en fait, mon cerveau, je pense à trop de choses en même temps. Et du coup, les actions un peu du quotidien, les actions banales, je les fais de manière automatique parce que j'ai pas Sans y penser, Voilà. au tac au tac. j'ai pas le temps d'y penser, je pense à trop de choses, il y a trop de choses qui me font peur. Et c'est que 2 fois et je pense que je reprendrai pas. Enfin, j'aime pas du tout. Je comprends. Voilà. Merci. Oh tout petit gars. Pour la deuxième question, on sait que... Attends, mais tu t'as pas la sauce. Pardon. Je suis pas présentateur à la base. Alors, ici, on va utiliser pour cette question la Little Dix, qui est une sauce à base de poivron et de sauce échalote à haute concentration. Et de poivre, non? Et de poivre, non, il n'y a pas Non, de de poivre. poivre. De poivre, ouais, bon, c'est anecdotique. C'est Et pire, excusez-moi. anecdotique. Elle a combien sur Facebook? Elle est à 1 535 000. Ok. Ok, donc c'est la deuxième. Ouais, Allez, trinquons à cette amitié. santé. Thomas Bonnat. Oui. Tu as une collection un peu particulière. Mm. Alors, qu'est-ce que c'est? Depuis quand tu l'as fait cette collection? Et surtout, où est-ce que tu en es au niveau de l'achievement global? De quoi est-ce qu'on parle? Dis-nous. Alors c'est une collection de boîtes de Pringles, de parfums de Pringles, plus précisément. Je ne collectionne pas les boîtes en elles-mêmes parce que ce serait trop long sinon. Parce qu'ils font des covers différentes.
pour chaque événement. Genre pour l'Euro, ils vont faire une cover particulière pour la Coupe du Monde aussi. Je collectionne vraiment les parfums. Et ça a commencé, j'étais au lycée. En fait, c'était une période où je me prenais un petit peu de Pringles le soir que je mangeais devant des séries. Et en fait, je voulais pas que mes parents sachent que j'ai pris des Pringles, enfin que je mangeais autant de Pringles, donc je cachais les boîtes dans ma chambre. Avant, je les jetais pas comme ça. Et après, je trouvais un temps pour les jeter de mon côté, et je jetais tout d'un coup. Et sauf que du coup, je commençais entre guillemets à collectionner des boîtes sans le faire exprès. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est marrant, j'en ai beaucoup. Est-ce que je commençais à faire une petite collection ? Et c'est là qu'est venu, ça devait être terminal, un truc comme ça. Et j'ai commencé juste à prendre des parfums différents. Je les mange une fois, je les range et après je les reprends plus jamais. Et là, en ce moment, je suis parti de France, j'en avais 37. Ici en haut, j'en ai peut-être 12. Et qu'est-ce que tu en fais après? Tu les exposes, tu les stockes, tu les... Alors il y a une partie qui est exposée. Les plus belles sont exposées dans la maison. Et le reste, je les mets un peu sous mon lit ou je trouve des endroits où je peux les mettre. Mais après, ouais, je compte sur une petite étagère, je compte mettre une trentaine de boîtes et le reste, je le garde. Je trouve ça marrant en fait. Ouais, tout à fait. Si j'ai la place de les garder, je les garde. Si vraiment un jour, j'ai pas la place et s'il faut que je jette un truc, ça sera ça. Mais ça fait quand même, ça fait 5 ans que je les ai, donc ça va te tenir à cœur, ça va te faire mal de t'en séparer. À cœur un peu. Troisième sauce. Oignon grillé, 17 000 Scoville. Ouf, le gourmand. Elle est bonne, elle. Allez, santé. Santé. Chine. Thomas Bonnat, tu es roux. Oh là, oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'impact que ça a dans ton quotidien, sur la toux en règle générale, et si ça a impacté ta vie, ton enfance? Ça n'a pas du tout impacté Ah si, ça a un peu impacté ma vie, mais pas en négatif, en positif. Au collège, là, il y a des gens qui se sont arrêtés à ma couleur de cheveux. J'ai vite vu au début, sur les 2 premières semaines du collège, il y avait beaucoup de personnes qui me faisaient des blagues par rapport à ma couleur de cheveux, qui me faisaient des remarques par rapport à ça. Mais moi, je l'ai jamais mal pris et j'ai toujours fait des blagues en conséquence. Et j'étais le premier en fait à faire des blagues sur moi-même, sur le fait que je sois roux. Et donc les gens ont arrêté, et les gens qui me faisaient des blagues au début, qui pouvaient être vues comme un peu méchantes, sont devenus mes meilleurs potes après, sur le reste de la scolarité. Et du coup, ça s'est super bien passé. En fait, j'ai joué de ça beaucoup au collège. Après, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent mal le vivre. En fait, si tu le prends mal, après ça peut enchaîner sur du harcèlement, et c'est pas ouf. Moi, j'ai eu la chance aussi d'être dans un beau collège, donc ça joue aussi pas mal. Les gens étaient compréhensifs, c'était pas très poussé. Après, au lycée, plus trop rien, c'est pareil, les gens s'en foutent. Pareil, après études sup, les gens s'en foutent. Et sinon, il y a un autre truc qui est assez marrant, c'est que sur les personnes un peu plus âgées, sur les adultes, quand j'étais petit, j'avais beaucoup ce truc de... quand ils parlaient à mes parents, ton enfant il est super mignon, sa couleur de cheveux elle est super belle et tout. Les adultes, surtout, me complimentaient sur... T'es un peu unique, t'es un peu le BG, quoi. Quand j'étais petit, pour les adultes, ouais. Mais pour les gens de mon âge, non. Pas forcément. Très bien. 4e sauce, Thomas? Ouais. Alors c'est la Los Calientes Verde, une sauce faite par un dénommé Federico Valverde, très connu des Amis des Dingus, à base d'herbes. Et c'est, il me semble, ça pique pas de ouf sur les selles de Scoville des Dingus. Voilà. Alors, 4e question, Thomas Bonnat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta passion de l'escalade? C'est une question à laquelle je m'attendais. J'ai commencé très tôt. Je commençais, mais même avant de commencer en club. Quand j'étais tout petit, en fait, dans mon école primaire, il y avait la cour de l'école primaire et j'avais une nourrice. Et du coup, mes parents, quand ils venaient me rechercher le soir, j'avais un temps avec ma nourrice avant qu'ils viennent me rechercher. Il y a peut-être 1 heure ou 30 minutes avec ma nourrice, pendant lesquelles j'étais dans ce parc-là, un parc devant mon école. Et dans ce parc-là, il y avait des structures. Il y avait aussi un arbre, un grand sapin, et tout le monde s'amusait à grimper quand ils étaient petits. Et t'as 2-3 gamins qui s'amusaient à le grimper, et je faisais partie de ces gamins-là. Et ma nourrice, à chaque fois, elle ne le regardait pas parce que j'avais pas le droit de le faire. Et il y avait aussi un autre truc, une vraie structure en métal, un peu où tu pouvais jouer à chat perché. Enfin, c'était des trucs où tu étais un peu dans les airs, tu avais des trucs un peu d'escalade. Et du coup, je m'amusais déjà très petit à grimper partout, aux arbres, à ces structures-là. Et ensuite, du coup, c'est comme ça, je me suis dit, je vais faire l'escalade. C'est un club au moins, je vais être un peu mieux cadré et je vais faire ce que j'aime bien. Et j'ai commencé à 7 ans, jusqu'à mes 12 ans, puis après j'ai alterné entre... J'ai refait du badminton et j'ai repris l'escalade à 17 ans, mais encore une fois, c'était pas sérieux ce que je faisais, c'était vraiment du loisir. J'avais pas non plus une passion énorme dans l'escalade, c'était plus du loisir. Et ça fait vraiment que depuis 2 ou 3 ans que je m'y mets à fond.
Et j'ai enchaîné beaucoup de blessures aussi, enfin 2-3 blessures en escalade. Donc pas mal de pauses. Donc j'ai pas mal régressé. Mais là, ça fait depuis 2 ans que j'ai vraiment envie d'y aller à fond, de vraiment fond, là. progresser dedans. C'est quoi tes objectifs? Mon objectif de ma vie dans l'escalade, c'est de faire El Capitaine. C'est une falaise dans le parc de Yosemite. Ok. Il y a plusieurs routes sur la falaise, mais je veux juste la grimper, peu importe la route. Je vois. Mais il n'y a pas de niveau requis pour pouvoir la faire, faut juste aller là-bas. À l'heure actuelle, je suis pas capable. Il y a 900 mètres quand même Pas mal. de falaise. Ça se fait sur 4 heures, sur 5 heures, voire sur 5 heures si tu le fais sans corde. Moi, je le ferai pas sans corde. Mais sinon, ça se fait sur des jours. Tu vas avec une tente, tu poses ta tente sur la falaise, tu dors dessus, tu Ok, c'est reprends. incroyable. Peut-être avec Tim, si jamais Tim regarde cette vidéo. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais ouais, le niveau il est peut-être vers les 7 C8A. C'est quelque chose qui est un peu dur. Très bien. Merci Thomas. Merci. Thomas Bonnat, nous avons un invité spécial. Oh wow. Il y a un invité spécial. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. On a une surprise pour toi. Ouais. On a un piment en plus. Donc ça c'est un piment tout droit venu du Mexique, acheté Ouais. dans une distillerie au Yucatan, distillerie de tequila. Ouais, Je pense que tu peux m'en mettre plus hein. c'est blanc après, ça se voit pas, c'est transparent. Ok donc là on mange. Ouais. Si ta vie était un film, ce serait quoi le titre et qui jouerait ton rôle principal? Wow. Je peux pas dire moi un rôle principal du coup. Non t'es pas acteur. Ah oui. Ah, un vrai acteur. Super dur. C'est pas si dur que ça. Si, j'ai aucune idée du titre. Ron Weasley en acteur, ça me va. Après, oui, en titre, j'ai pas vraiment d'idée. J'ai une vie. Ouais, voilà, mode automatique. Ok Mode très automatique bien. par Ron Weasley. C'est une bonne idée, ça. Allez. 6ème séance. Ouais. 6ème question. Es-tu prêt? Oui. Parfait. C'est celle-là qu'on prend, qui est la Apple Caraway. Donc c'est à la pomme. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es bilingue? Ouais. Santé. Santé. Alors, 6ème question. Ouais. T'as un frère, Oui. un petit frère, Oui. qui s'appelle Sacha. Oui. De pour Palette, Avec un S en plus. comme pour Palette. Mais c'est avec S. un P pour Palette. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton petit frère? Est-ce que vous êtes proches? Oui, bah oui, on est très proche avec mon frère. J'ai dit que c'était avec un S parce qu'à chaque fois ça m'énerve un peu que les gens que les gens écrivent Sacha, S-A-C-H-A comme d'habitude, mais c'est avec un S et des fois même sur des choses un peu officielles. L'autre jour il avait fait une exposition sur Villefranche-sur-Saône et c'était un peu officiel et c'était marqué dans le nom du journal genre Sacha, S-A-C-H-A, du coup c'est un peu chiant, mais sinon ouais, j'ai une très bonne relation avec mon frère. Mes parents trouvent qu'on se le dit pas assez, surtout ma mère. On n'exprime pas assez nos émotions l'un envers l'autre, alors qu'avec mon frère, en fait, on s'en fiche un peu. On est très proches, on le sait, on n'a pas besoin de se le dire. Et on fait quand même pas mal de choses ensemble. On va faire du tennis ensemble, on a pas mal de passions communes. Qui est meilleur? Alors justement, ça a été un gros point, j'allais y venir. C'était un gros point de mon enfance. J'avais besoin de battre mon frère dans tout ce qu'il faisait. Parce que t'étais le grand frère? J'étais le grand frère. Et dès qu'il faisait un truc, dès qu'il commençait un truc de nouveau, j'avais besoin de le battre. Et au bout d'un moment, c'est parti, et heureusement. Et là, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses différentes. Par exemple, tout ce qui va être jeux vidéo, il va me battre. Ok. La plupart des jeux vidéo, il me bat. Et encore les jeux de voiture, ça va encore. Je peux le battre 2-3 fois, mais sinon il me bat facilement. Karting, là en ce moment, il fait pas mal de karting. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Et lui, il veut en faire un peu sa vie. Il aimerait bien. Ok, stylé. Et là, il commence à avoir un petit niveau. Je pense qu'il me démonte maintenant. Et par exemple, tout ce qui va être sport, je le bats encore. Ouais, sur pas mal de trucs même en sport. Mais Dans ouais. l'escalade. Escalade, je le bats. Tennis, je le bats. Sur des pompes pures, peut-être qu'il me bat. Il a repris des pompes. C'est cool qu'il ait développé pas mal de passions maintenant différentes aussi. Ouais, carrément. Et, Super, merci. Prochaine sauce. Prochaine sauce. Prochaine sauce. Un peu plus piquante que celle d'avant et un peu moins que celle d'après. Chill. En ce moment, tu as une nouvelle occupation. Est-ce que tu peux me parler
de ce que c'est que la danse des cavaliers, s'il te plaît. Oh waouh. Ça c'est la danse du GOAT des échecs. Mais ouais, je me mets pas mal dans les échecs en ce moment. C'est quelque chose que j'aime bien. En plus, ça me fait bosser pas mal de faiblesses que j'ai dans la vie de tous les jours. Je manque beaucoup de concentration. Et même, je me suis fait la réflexion l'autre jour sur le mouvement de fou. Je te disais à Mathéo, je lui ai dit en 1 contre 1, peut-être que je te prends. En 1 contre 1, je me sens beaucoup plus à l'aise que quand il y a du monde. Et je me suis fait cette réflexion et en fait, je me suis dit, à partir du moment où il y a plusieurs choses, ça devient compliqué de me concentrer sur toutes les choses en même temps. Pareil, c'est pareil pour les échecs. Quand je suis dans des finales, je suis beaucoup plus fort en finale et quand il reste 3 pions plutôt que quand il y a tout le monde en fait. Ouais, quand c'est complexe, qu'il y a tout l'échiquier à gérer. Alors qu'il y a des gens, c'est pas ça, il y a des gens en finale, ils se chient dessus. Moi, ça va plus en finale, je me sens bien. Et du coup, ouais, je me mets dans les échecs pour ça. Enfin, pas pour ça, parce que j'aime bien de base et parce que je suis pas mal de personnes qui font des échecs. Genre Gartin 59, je le suis, je le trouve assez drôle. Et là, Maxime Biaggi s'est mis aux échecs il y a pas longtemps et je me suis dit, bah allez, je vais m'y mettre. Et la danse des cavaliers. C'est toujours plus agréable qu'il y a des influenceurs qui nous guident Ouais. un peu. C'est vraiment, Maxime Biaggi, ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Il se met aux échecs, il a fait un club de lecture aussi. C'est influencé, je trouve, de la bonne manière, les gens. Et ouais, du coup, la danse des cavaliers, c'est la danse du GOAT des échecs dans le Gartin. Il avance ses cavaliers et puis après il les range à chaque fois. Il fait ça, il remet son cavalier sur l'échiquier, il le range. C'est un peu humiliant. Un peu humiliant, il prend un peu l'adversaire pour son objet. C'est ça, pour de la merde. Et du coup, il y a deux objectifs avec cette danse. C'est déjà, t'as le côté un peu psychologique, tu joues sur le côté psychologique de l'autre adversaire. Tu le laisses prendre le centre, tu le laisses tout faire. Et tout il se dit, bah, il m'humilie là. Et d'un autre côté, tu gagnes un peu au temps. C'est mieux pour quand tu joues en 1 minute ou quand tu joues en blitz. Comme ça, tu gagnes au temps. Parce que tu as toute l'ouverture où tu n'as pas besoin de te poser de questions. Ouais. Eh ben, je te souhaite de continuer dans les échecs. Et que ça t'apporte beaucoup. Merci Thomas. Nico ? Thomas Bonnat. On pourra mettre un compteur de Thomas Bonnat, je pense. Je me mets à l'aise, tu permets ? Hop là. Alors, nouvelle question, nouvelle sauce. C'est la Ninja Napalm, donc les abonnés nous diront si on en force avec la blague, mais en tout cas, moi je l'adore cette sauce. Je te laisse la mettre sur le nugget. C'est mis quoi à peu près là ? Hop là. Tu me suis un peu ? Bien sûr, je te suis. Santé, mon ami. Santé. Vu que c'est ma vidéo, je peux réagir. Non, interdit. Là, je peux dire, j'en peux plus. Bord de l'eau. Non, ça va. Ah ouais, c'est sévère de commencer avec ça. Ah, c'est vrai que tu commences. Tu parlais de ton frère et de son activité dans l'art, dans le fait qu'il dessine beaucoup. Il y a aussi ton papa qui est un artiste. Oui. Donc qui expose, qui vend ses œuvres. Des très belles œuvres de... Ouais, c'est dur. Hein. Très belles œuvres d'animaux, il me semble. Non. Mais oui. Alors, non, mais si. Oui, il y a des animaux. Il y a des animaux, mais il n'a pas commencé par ça, donc je vais pas parler. Ce que tu m'avais montré, c'était des portraits d'animaux. Dans ta famille, c'est quand même assez tourné art. Et en discutant avec toi, tu m'avais dit que toi, tu étais sensible à ça, mais que tu n'aimais pas particulièrement en faire. Donc, oui. Est-ce que tu arriverais à un peu plus expliquer pourquoi ? Pourquoi tu ne suis pas ce truc-là de ton père et de ton frère ? Ok. Tu veux que je parle de mon père aussi un peu avant sur... Ouais, comme tu veux. Juste quand je t'ai dit non, désolé d'avoir dit non comme ça. C'est juste que il fait des animaux, mais il a pas commencé par ça. Il a commencé en fait par des corps nus. J'ai oublié le mot, anthropomorphe, je pense. Donc il a commencé avec des corps nus sur du papier de soie où il vient dessiner au fusain si je me trompe pas. Et après, j'ai pas tous les processus, mais il vient en fait déchirer son papier de soie. Encore une fois, je sais pas si l'interprétation est bonne, je me souviens plus trop, mais il me semble bien que c'est pour montrer la fragilité des corps. Ok. Mais il dessine pas de tête, c'est vraiment les corps. Et après, il s'est mis, petit à petit, il a commencé à se mettre aux animaux après ça. Mais c'est vrai que sa spécialité, c'était plus les corps. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est sur le marché de la création dans Lyon. Il fait pas mal d'expositions. Depuis pas longtemps, il se bute un peu pour les expos. Il a fait R3F il y a pas longtemps, dans Eurexpo à Lyon. Ok. Donc c'était plutôt pas mal. Et il est artiste, du coup, il est prof d'art plastique à côté.
Donc c'est quelque chose qui forcément est venu dans la famille assez vite, mais c'est assez marrant du coup. Des fois on a des débats où mon père qui essaie d'expliquer, qui essaie d'argumenter sur pourquoi telle œuvre est une art, et ma mère qui a un peu plus de mal à comprendre en fait. Et ce que je comprends, et sauf que moi du coup j'ai été un peu baigné dans ce truc-là. C'est vrai que ça me parle plus, quand je vois des œuvres d'art ça me parle un peu plus, même si c'est très abstrait. Mais moi par contre je sais pas trop dessiner. Mon frère lui il a vraiment appris, il sait bien dessiner. Mais est-ce que tu prends du plaisir quand tu te mets à dessiner sur un coin de feuille ou même de temps en temps, je sais pas, tu peux gribouiller des trucs? Est-ce que tu pourrais prendre du plaisir si tu t'entraînais ou non, c'est pas ton truc? Il y a une période où j'ai fait 2-3 dessins et je prenais du plaisir, j'aimais bien. Ok. Plus de ça, mon frère lui en a fait pas mal. Donc, il avait un bon niveau. Il te bat aussi sur ça du coup? Ah bah bien sûr. Mais en fait, à force qu'il était de plus en plus bon en dessin. Et c'était ma période où je voulais être meilleur que lui. Et là, je voyais que je pouvais pas le dépasser. Okay, ouais. Il était trop fort. Par contre, je pense que quand je suis en cours, quand je m'ennuie, c'est quelque chose que je vais faire assez facilement. Mais pas des dessins jolis, juste je vais gribouiller de la merde. Du coup, mes cours, surtout au lycée, ils ressemblaient à rien. J'avais des cahiers, il y avait des dessins de partout, ça ressemblait à rien. Du coup, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais après, je suis pas bon là-dedans. Mais c'est vrai que j'aime bien. Peut-être ton tour. Putain, tu les as découpés. Ouais, je les ai découpés. Messieurs, dames, pour l'édition spéciale Thomas Bonnat, nous allons déguster cette nouvelle sauce qui s'appelle la post-mortem et qui vient de la pimenterie, qui est donc une boîte de sauce piquante au Québec. Donc voilà, c'est une sauce spéciale du Québec. On ne sait pas exactement où la situer, sachant que c'est de la sauce la plus forte qu'ils proposent dans leur gamme de sauces. Et du coup, pour en déceler le plein potentiel, on la met juste avant la bombe, histoire qu'on puisse savoir si c'est plus ou moins fort que la bombe, qui est notre référence un peu dans cette échelle des sauces. Donc, eh bien, je ne sais pas exactement de quoi elle est faite. Je crois qu'il y a du sirop d'érable, c'est ça? Ouais, elle est à l'érable. Je t'en prie. Oh putain. Elle sent pas du tout le sirop d'érable. Oh là là. Elle sent comme la bombe. Ouais, non, mais on va mourir. on va mourir. Alors, Smoky and Incredibly Hot. Elle est à 350 000 sur Sloville, il me semble, un truc comme ça. Échelle de 5 piments sur 5 ici. Si c'est un vrai 300 000 sur Sloville, on va juste douiller et ça va être plus fort que la bombe. Oh là là. Mais non, tranquille, hein. Moi, je vais pas réussir à être poker face. Il faut déceler le plein potentiel de cette sauce. Oh fuck. De toute façon, là, je pose la question et après, je me tais. Donc, c'est toi qui vas galérer à Pas de répondre. soucis. Allez, Magnifique. on se revoit de l'autre côté. Ouais. Thomas Bonnat, t'es un peu le cuistot de la coloc. Grâce à toi, on mange de sublimes plats. Je suis pas régulier, mais ouais. D'où te vient cette passion de la cuisine? Et est-ce que tu as des ambitions par rapport à la cuisine jusqu'où tu veux aller en fait? C'est ça. Où est-ce qu'on va t'arrêter? Qui peut te stopper? Personne. Ouais, c'est quelque chose qui est venu très tôt. Je sais pas d'où c'est venu. Peut-être de ma mère. Ma mère cuisine très bien. Elle cuisine vraiment bien. Mon père aussi cuisine bien. Mais elle cuisine moins de choses. Ma grand-mère cuisine aussi très très bien du côté de chez ma mère. Plus du côté de chez mon père aussi. Mais pareil, cuisinait moins de choses. Ça vient vraiment plus du côté de chez ma mère, je trouve, la cuisine. Et ouais, quand j'étais petit, du coup, j'ai été souvent habitué à manger des bons plats. Ah, tu craques? Tu suis pas l'invité. J'étais souvent habitué à manger des bons plats. Et c'était chiant quand j'étais petit. Les petits, ils aiment bien les knackis, ils aiment bien les croque-monsieur. Moi, je voulais que ma mère elle me fasse un petit salé de lentilles quand j'avais 6 ans. Je me disais, je veux un petit salé de lentilles, je veux un filet mignon à la moutarde. Je veux des trucs comme ça, j'avais 6 ans, 7 ans, donc j'aimais bien les bons plats quand j'étais petit. Et on a toujours regardé Top Chef, je pense que ça vient beaucoup de Top Chef aussi. Et je trouvais ça incroyable, tous les mélanges que tu pouvais faire. Et après, quand j'ai commencé à être seul, à devoir faire la cuisine moi-même, c'est venu petit à petit. Petit à petit, je faisais de plus en plus de plats. Et je trouvais de plus en plus de combinaisons. Et ouais, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup cuisiner. Et en fait, je suis arrivé à un stade où, quand je faisais de la cuisine, ça commençait à plaire aux gens à qui je la faisais. La première fois que j'ai vraiment fait goûter ma cuisine à quelqu'un, c'était à Luc, l'un de mes meilleurs potes. Et en ici, c'est vraiment là où j'ai commencé à faire la cuisine pour les autres. Avant, je faisais de la cuisine dans mon coin. Et je voulais faire des trucs un peu durs, mais j'arrivais pas tellement et ça marchait pas trop. Et c'est en ici que je commençais à faire la cuisine pour vous. Et je voyais que ça plaisait. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment développer cette passion. Et de plus en plus,
ici, je développais cette passion et j'avais des automatismes un peu qui venaient. Je coupais des oignons à chaque fois pour faire une sauce. Je coupais de l'ail aussi. Des petites expérimentations culinaires où tu Ouais. savais pas trop où t'allais, t'avais vu ça Ouais, une ouais. fois et allez, on va essayer le truc. Et ça, c'est vraiment une bonne occasion de le tester avec vous. C'est aussi pour tester et pour voir que ça marche, ce que je fais. Et qu'il n'y a pas que moi qui ça plaît aussi aux autres. Et après, ouais, j'ai commencé avec Timo. On a fait le Top Chef avec Timo et là, c'était vraiment bien. Et Une depuis belle ce Top compétition. Chef là, ouais. Et depuis ce Top Chef, j'ai envie de m'y mettre à fond. Et du coup, tu m'avais demandé où est-ce que je veux aller. J'aimerais bien possiblement faire un CAP cuisine après, en ligne, juste de mon côté. Pas du tout pour bosser dans la restauration ou quoi que ce soit, juste pour moi, en loisir. J'ai absolument pas envie de bosser en restauration, mais la cuisine m'intéresse, j'aimerais bien apprendre beaucoup de ça. Et possiblement, c'est un truc que j'ai un peu plus loin, possiblement participer à Objectif Top Chef, enfin juste pour voir ce que ça va donner. Petit message à Philippe Etchebest, je sais que tu nous regardes. Je te baisse. Je te baise. Philippe, je te baise. Il y a Thomas Bonnat qui souhaiterait participer à Objectif Top Chef. Non. Donc, non, là demain. Ok, demain. Et donc, on espère que tu le prendras dans ton émission et que tu iras loin dans cette expérience. Merci. Merci Thomas Bonnat. Bah merci pour cette sauce, elle est piquante. Elle est pas mal. Non, ça va en vrai. Très bien, Matobona. Passons à la 8ème sauce. La bombe. Alors une sauce qui est faite d'un peu de ferraille, un peu de shrapnel, un peu d'uranium je crois, et un soupçon de roublardise. Voilà. Bah attends, mais tu veux le sushi, c'est ça? Ah ouais. Au revoir. Thomas, Ouais. c'est un plaisir de faire cette aventure Shikutsu avec toi depuis le début là. Pas bonne. Passé cette année. Mm. Mais on a failli pas le faire avec toi. L'an dernier, t'as eu une petite période où t'as quitté notre école. Madame On va Boudin. Ouais. Madame Boudin, si vous regardez cette vidéo, désolé. Oui, c'était une période de ma vie. En fait, j'ai voulu aller à l'INSA Lyon parce que c'est une meilleure école sur le papier. En termes de renommée par rapport à Polytech, c'est vraiment une meilleure école, l'INSA Lyon. Enfin, c'est mieux classé, on va dire. Et donc, j'ai voulu changer d'école et j'ai réussi. Et en fait, ça faisait depuis Parcoursup que je voulais aller à l'INSA Lyon. Ça pique hein. Ouais, ça pique. Mais ouais, depuis Parcoursup, j'avais envie d'aller à l'INSA Lyon et j'ai pas été pris. Et je pense qu'à ce moment-là, ça m'a piqué un peu dans mon ego. On a piqué. Comme là. Ouais. Et c'est pour ça que aussi je me perds un peu quand je parle. C'est parce que ça pique. Mm. Quand je savais qu'on pouvait changer d'école, même après en 3A, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer. J'ai candidaté à l'INSA Lyon, ils m'ont accepté. Et après je suis allé à l'INSA Lyon et en fait c'était une période de ma vie où c'était un peu compliqué. Je sortais aussi d'une rupture. Et j'étais pas très bien à ce moment-là. Et en plus de ça, quand je suis arrivé à l'INSA Lyon, je me suis rendu compte que le programme était le même qu'à Polytech. C'était les mêmes profs. C'était juste les infrastructures qui étaient plus grosses. C'était juste les événements qui étaient plus gros, l'argent qui était mis dedans. Il y en avait plus à l'INSA. Mais en soi, l'école en elle-même, l'enseignement en lui-même était à peu près similaire à Polytech. Et je me suis dit, l'INSA me demandait de redoubler 1 an. Je me suis dit, cette année-là, ça me fait chier de gâcher 1 an pour refaire la même chose et pour avoir un diplôme plus renommé, mais derrière, moi, je serais le même ingénieur derrière. Enfin, je serais même meilleur avec des compétences humaines que techniques. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'à Polytech, j'aurais peut-être des meilleures compétences humaines qu'à l'INSA. Et en plus, il y a eu ce discours un peu élitiste dès le début d'année qui disait que vous êtes les meilleurs, vous êtes l'élite de la nation, que j'ai pas trop aimé. Tu t'es rendu compte que t'avais pas tant être épanoui que ça à l'INSA. C'est ça. T'es quand même content d'avoir fait ce parcours-là et d'avoir essayé de rejoindre l'école. Donc voilà, un mélange de ça et un mélange aussi de facilité parce que j'allais pas très bien. Stop. Ça a coupé quand? Ça pique. Ça va Mathias? T'as cru que j'allais pas bien, moi t'as vu que j'allais pas bien ou pas? J'ai vu ta petite larme. Hein. Franchement, j'ai une photo, t'as l'œil qui. Ah. Je me dis dans tous les cas, cette année-là que j'ai perdu, je pourrais facilement la reprendre et faire un master spécialisé à côté et ça fera un plus. Si jamais je me rends compte que j'ai pas assez de diplôme pour un taf que je veux faire, je refais un master et puis voilà. Oh, Ludivine! Thomas, ni hao, comme on dit chez moi.
On passe à l'avant-dernière sauce qui est à 800 000 sur l'échelle de Scoville. J'espère que t'es prêt, je te laisse parler. Vas-y. Ma question, elle porte sur la colocation avec les Dingus. Ok. Ça va faire bientôt 7 mois que vous vivez ensemble. Ouais. Et j'aurais aimé avoir ton ressenti, comment tu te sens. Bah, je me sens super bien dans cette coloc. C'était la question. Ouais, qu'est-ce qu'elle t'apporte en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte de vivre dans une micro-société un peu avec 5 personnes complètement différentes? Bah justement, je trouve que c'est une bonne suite à ma question précédente. Le fait d'être revenu à Polytech, ça me permet de vivre cette expérience-là, qui est pour moi la plus belle expérience de ma vie. Ok. C'est vraiment incroyable ce qu'on vit ici. Non, c'est vraiment fou ce qu'on vit ici, et ça fait 7 mois que ça se passe super bien. Ça m'apporte énormément sur le plan humain. Genre, je me découvre beaucoup aussi sur pas mal de choses. J'évolue énormément dans cette colocation. Toi, ça t'a aussi permis de t'exprimer un peu plus, de te... Oui, bien sûr. Bah, par exemple, Cam m'a permis de... Ouais. Il t'a décoincé un peu? Il m'a un peu décoincé sur pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'étais un peu de nature un peu coincé, même un peu timide. Introverti peut-être? Ouais, ok. je montre beaucoup. Et mais c'est vrai que là, je suis de plus en plus extraverti avec vous. Enfin là, je pense Ouais, être tu bien. lâches plus et puis... J'avais aussi besoin de cet environnement-là pour évoluer. J'avais besoin de me reconstruire aussi un moment dans ma vie parce que je l'avais pas trop fait. Je sais de plus en plus ce que je veux dans la vie, ce que je veux faire, que ce soit en termes professionnels ou même perso. Je me sens vraiment bien et je pense que c'est le plus important. Ok, donc une belle Je me évolution. sens heureux, voilà. Ok, ah ouais. Bah oui, c'est là, je me bien. sens heureux. Donc ça, c'est vraiment cool. D'accord, bah, merci beaucoup pour ta réponse. Dernière question. Ouais. Est-ce que t'es prêt? Ouais. On part sur donc la dernière sauce de Last Dab Experience. Merci bien. Un peu moins? Je te suis. Bah c'est toi qui vois, hein. Moi j'oblige personne. En plus elle est pas bonne. Oh là là, ça te va comme ça? Ouais, c'est très bien. Allez, c'est parti. Tu te sens prêt? Tu veux en mettre moins? On va juste mourir, hein. Bah c'est le but après. Allez. C'est la toute dernière sauce de. Ouais, là, après, c'est Antoine fini, hein. sur Ouais, c'est fini. c'est Faut en tout profiter, dernier. là. Savoure. Dernière question. Santé. Santé à tous les On abonnés. voit plus le nugget. Ouais, c'est clair. Allez, c'est parti. Franchement, la sauce. On a fait, lors d'un cours de management, on a fait un test de valeur. Je sais pas si tu te rappelles. Et à la fin, on avait des résultats. Et toi, ta valeur, une de tes valeurs principales, c'était peut-être la première même. C'était l'hédonisme. Et on en avait parlé après. Et ouais, on a eu des échanges assez intéressants. Du coup, je voulais savoir avec toi quelle était un peu ta définition de l'hédonisme et si c'était bien quelque chose d'important dans ta vie. Alors, si je me souviens bien, l'hédonisme, la définition, elle sait, c'est trouver du plaisir dans chaque moment. Essayer de trouver le plaisir dans chaque moment dans la vie. C'est à peu près ça, non? Si je ne me trompe pas. Tout à fait, tout à fait. Il y a une autre définition un peu plus complète, mais je me souviens plus trop. Je trouve que ça me correspond bien. C'est vrai que j'essaie toujours, peu importe ce que je fais, j'essaie toujours de trouver du plaisir. Oui. Et même dans des tâches que j'aime pas, j'essaye de faire... Attends, je t'écoute. Ouais, mais moi aussi, je m'écoute. J'essaie toujours de trouver des choses qui me plaisent, même dans des tâches que je n'aime pas. J'essaye de toujours réviser par exemple en musique, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis là. Hein. Ouais, moi aussi je suis là. Il y a du sopalin. Ouais. Ah ouais, de ouf, il y a grave du sopalin. Ouais, là, je suis de ouf. Hein. C'est terrible. Tu peux recommencer ta réponse depuis le début? Alors ma réponse depuis le début, c'est que je trouve que ça me correspond bien, hein. L'hédonisme. Ok. Par exemple, si on parlait l'autre jour des fois j'achète du chocolat, j'ai des chips, je me fais plaisir comme ça de temps en temps. Et c'est souvent en fait que je me fais plaisir. Enfin, peu importe ce que je fais dans ma vie, j'essaie toujours de trouver quelque chose que j'aime bien. Parce que pour moi, ça sert à rien de
vivre si t'aimes pas ce que tu fais. Donc même Sur dans le la moment T. difficulté, tu arrives à trouver du plaisir. Oui. Ce qui est un peu écarté de l'hédonisme, mais qui peut en être aussi une vision. Ouais, mais il y avait ce truc inverse à l'hédonisme où, je sais plus le nom, mais fallait travailler et puis après t'arrivais à ton but final et une fois que t'arrivais à ton but final, là t'étais heureux. Et j'ai un peu ce truc là sur 2-3 trucs, mais c'est vrai que à chaque fois je me suis fixé un objectif et que je l'ai réussi. Quand j'atteignais l'objectif, je me rendais compte que ce qui me rendait le plus heureux, c'était mon chemin pour arriver à mon objectif, mais une fois que j'atteignais l'objectif, j'étais pas si heureux de ça, je me disais qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et je préfère me concentrer sur ça, donc je préfère me concentrer sur les petites choses de la vie au quotidien et trouver du bonheur dans tout ça. Est-ce que Parce que le pour moi, c'est piment, plus c'est important. un chemin que t'aimes bien et dont t'arrives à profiter là actuellement? J'arrive à profiter, donc j'aime bien cette sensation, Ouais. c'est marrant. Les oreilles qui se bouchent. Mais c'est vrai que j'ai du mal à parler, j'ai du mal à parler. Mais voilà, ma réponse était un peu... Elle était pas folle, mais... Très bien, j'ai bien aimé. Merci beaucoup Thomas Bonnard. Bravo. On peut tous venir à la cam, je pense, et dire au revoir aux abonnés des Ouais, c'était une vraie la expérience là. J'ai jamais d'avis. C'est fini. Oh putain. Oh là là. Allez, tout le monde. Allez, à 3 points Mathias. couverts à l'appareil photo. 1, 2, 3. Point couvert. Fais une photo et il sourit pas. Au revoir. Au revoir. Salut. C'était le Au dernier revoir. épisode des Hot Ones de Chicoutimi. C'est fini. Kawaii Squeeze. On espère que vous avez apprécié. Bisous. Ah non. Alors en tant que présentateur, ça filme là je suis dans le champ. Alors en tant que présentateur, je vous remercie à tous d'avoir regardé ces Hot Ones là. C'est la fin des Hot Ones de Chicoutimi. Ouais, la fin. C'est Et- fini le montage. La fin, c'est mon dernier montage. Il va pouvoir sortir de sa chambre. Ouais, Ah, c'était la vie sociale, une belle les expérience. familles. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est grâce à vous qu'on vit en fait. Grâce à vous qu'on survit. Grâce aux abonnés. Demande de l'argent. Ouais, On ouvre je vais une faire cagnotte Tipeee. on ouvre un lien Patreon, Tipeee. Faites des dons, faites des dons. Aidez-nous Non, mais à merci financer beaucoup. ce genre de projet parce que la boîte elle coûte très cher et il faut un peu la rentabiliser, la rembourser. Avec la YouTube Money, vous faites pas assez de vues pour avoir la YouTube Money. Alors, soit vous Abonnez-vous. partagez les vidéos à vos amis, à vos camarades, activez la cloche en bas de l'écran, laissez un com. Et merci beaucoup. Mathéo Bilirio n'est Merci. toujours pas revenu. Ouais, bravo les Hot Ones des dingus. On va dire, Marion, t'as ici. Ouais.